passer, on va avoir 2 présentations et ensuite une table ronde avec Camille et Laurent qui vont nous rejoindre. Ce sont les 2 artistes qui ont l'installation qui est ici à l'entrée, que vous avez peut-être vu ou que vous allez voir. En tout cas, après avoir discuté avec eux, j'espère que vous irez la tester, que vous irez vous immerger dans leur univers. Alors, je vous ai dit un tout petit peu de choses sur moi. Je vais vous dire quelques autres choses. La première, c'est que quand je vous disais que je voyageais dans des mondes différents, ben, ils sont très différents. En 95, je suis devenu sapeur-pompier en Belgique. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis, je suis devenu avocat, aussi en Belgique. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, je suis devenu consommateur professionnel. Donc, je suis devenu journaliste culturel. Et là, pendant... on va dire, ça fait déjà 20 ans maintenant que je regarde plus ou moins 500 films par an, plus les séries, plus les jeux vidéo. Et donc, voilà, je m'immerge dans ces univers-là. Je me suis imprégné de ces univers-là pendant très longtemps, ce qui fait qu'à partir de 2007, j'ai commencé à travailler sur des scénarios en tant que script doctor. On appelle ça, c'est pas un terme vraiment officiel, mais c'est corriger les mondes, corriger les histoires d'autres personnes, d'autres scénaristes, de réalisateurs parfois. Et là, j'ai commencé à travailler vraiment sur tous les médias. Que ce soit la réalité virtuelle, la bande dessinée, le film, la série, le board game. J'ai fait vraiment quasiment tout sauf le roman, puisque les auteurs de romans, on ne les appelle pas des scénaristes. On les appelle, ils ont le statut d'auteur, que moi, on ne m'a jamais vraiment donné. Enfin, ça commence. Et puis, comme j'ai fait ça pendant longtemps, à un moment donné, ben, je me suis laissé convaincre que j'avais la légitimité de faire mes propres choses. Et puis, je suis devenu moi-même scénariste. Et pendant le confinement, j'ai créé cette méthode qui s'appelle Storytricks, qui va sortir. Donc ça, c'est quelques-unes des collaborations que j'ai fait avec cette méthode. C'est des workshops que je donne. C'est vraiment des méthodes de création d'univers et création d'histoire. Et c'est à base de cartes. Donc ça se présente comme ceci. Et voilà, il y a 50 cartes par deck. Et l'objet de ma présentation aujourd'hui, vous allez voir, ça concerne une seule des cartes. Il y en a 200. Donc je pourrais faire 200 présentations comme celle-ci. Je vais vous dire que je suis particulièrement fier du 3e, là, Balboa Productions. Là, c'est Rocky Balboa, donc c'est la boîte de Sylvester Stallone avec qui je suis en train de faire un film. Et c'est assez fascinant de travailler avec une de vos idoles de jeunesse, puisque moi j'ai grandi dans les années 80. Et enfin, c'est fascinant et c'est triste à la fois. Alors, parlons d'imagination. On n'est pas beaucoup, donc je vais vous demander de faire un petit exercice facile. Je vais d'abord vous demander d'imaginer une chaise. Essayez de ne pas imaginer la chaise sur laquelle vous vous trouvez. J'ai vu qu'il y a pas mal de chaises ici d'ailleurs, de designs différents. Donc allez-y, vous avez tous une chaise en tête? Oui? Est-ce que parmi vous, il y en a un qui a imaginé cette chaise? Personne? Pourtant, c'est pas très loin, c'est à Gruyère. Donc c'est une chaise qui a été dessinée par Giger. Et donc, on va continuer dans l'univers de Giger. Si je vous demande maintenant si vous connaissez Giger, et je vous demande d'imaginer une moto designée par Giger. Est-ce que vous arrivez à l'imaginer? Une moto avec un moteur. Oui? Est-ce que ça ressemble plus ou moins à ça? Ou à ça? Donc, le deuxième, c'est une moto qui a été utilisée dans, je pense, la série Terminator Salvation, qui était inspirée aussi du design de Giger, même si lui, il n'était déjà plus là. Mais effectivement, quand on pitch à un mécano ou un designer de nous faire une moto dans le style de Giger, ben, il va créer quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça, qui est encore plus proche de l'univers de Giger. La différence entre ceci et cela, c'est que dans ce cas-ci, ce n'est pas des humains qui ont dessiné la moto, c'est une intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney. Et ça, c'est un exercice que j'ai fait avant de venir. Donc j'ai demandé exactement ça. Imagine une moto dans le style de Giger. Et c'est ce qu'on m'a sorti. C'est ce que l'intelligence artificielle m'a sorti en 1 minute. Perso, je préfère ces motos-là que celles qu'on a vues avant. Maintenant, elles ne sont pas aussi fonctionnelles. Ça, on est d'accord. D'ailleurs, les roues ne sont pas parfaitement rondes. L'intelligence artificielle a encore un peu de travail, mais ce qu'on voit sur des éléments simples comme ceux-ci, c'est que l'intelligence artificielle est plus ou moins à égalité en fait, avec l'humain, sur des éléments comme ceci. Alors, imaginez ceci, un monde sans espoir abandonné par les dieux. Vous l'avez tous en tête? Le nôtre, ok. Non, n'imaginez pas notre monde, essayez d'imaginer un monde sans espoir. Moi, personnellement, j'ai du mal. J'ai du mal parce que c'est uniquement des concepts, le concept de monde, le concept d'absence, without.
C'est quelque chose qui devrait être là, mais qui n'est pas là. Le concept d'espoir, le concept d'abandon. Donc, pour abandonner, il faut avoir été présent et puis abandonner. Qu'est-ce qu'on va représenter? Et puis les dieux, évidemment, vaste débat qu'on n'abordera pas ici. Mais il n'y a pas de majuscule à Dieu, donc voilà, il y a encore plein de possibilités. Et là où mon cerveau cale, en fait, en tant que créateur, l'intelligence artificielle, quand je lui demande d'imaginer un monde sans espoir abandonné par les dieux, elle me sort ça. Ce qui m'intéresse dans cette image, d'abord, c'est le temps qu'elle a mis à la générer, puisqu'on est autour d'1 minute à chaque fois. Et puis, quand on rentre un petit peu dans l'analyse, on se rend compte que, d'une part, et je l'ai fait plusieurs fois l'exercice, à chaque fois, elle sort quelque chose de différent, elle n'arrive pas à imaginer un monde sans habitants. Donc la notion de monde va avec le fait d'habiter le monde, alors que nous, on est capable d'imaginer un monde où il n'y a personne. Par exemple, Mars. Il n'y a pas d'habitants, a priori, sur Mars. Peut-être que je serai détrompé dans pas longtemps, mais enfin bon. Et puis, il y a des schémas, par exemple, vous voyez, il y a une sorte de planète là au centre, et puis il y a des constructions qui ont l'air d'être constructions humaines, ou des constructions en tout cas qui ont été fabriquées par des habitants. Ce qui m'intéresse dans l'exploration du monde que je viens de créer en 1 minute, c'est justement de l'explorer. Et donc, je vais plus loin dans l'exploration de Midjourney. Déjà, qui connaît Midjourney? Vous en avez entendu parler? Ouais. Donc, elle existe depuis plus ou moins juin. En plus, c'est une intelligence artificielle qui n'a que 3 mois, finalement, qui est encore jeune, mais qui arrive déjà à créer des choses assez incroyables. Et quand je lui demande d'explorer mon monde, effectivement, l'intelligence artificielle m'amène dans une partie du monde qui est déjà présente plus ou moins dans la première image, et on voit que c'est le même monde, mais on est à un autre endroit. Quand je lui demande d'étendre le monde que j'ai envie d'explorer, pareil, on m'amène dans un autre endroit, et vous voyez, c'est comme sur la Terre. On est à un autre endroit, c'est le même ciel, c'est les mêmes nuages, en tout cas c'est la même matière qui gravite autour, et puis surtout c'est les mêmes habitants. Et là où ça devient intéressant, c'est quand je demande à l'intelligence artificielle de me montrer les limites du monde que je viens de créer, elle n'en est pas capable. Elle me montre quelque chose qui, effectivement, il n'y a rien, mais en même temps, il y a quelque chose d'abstrait, dans le fond. Elle a juste enlevé tous les éléments matériels du monde en disant, voilà, la limite, c'est la limite de la création humaine. Et ça, c'est fascinant parce que nous, quand on essaie d'imaginer les limites de l'univers, on n'y arrive pas non plus. Donc, quelque part, c'est une vraie intelligence. C'est une intelligence collective, puisqu'on sait que les intelligences artificielles vont aller se nourrir de plein de choses, y compris du travail d'artiste. Si elle est capable de créer une moto à Giger, c'est parce qu'elle va chercher tout ce qu'elle sait du travail de Giger pour créer la moto. Sinon, elle n'aurait pas été capable d'imiter un style, à limite, elle hybride. Alors là, c'est un peu petit, mais ça se présente comme ça, Midjourney, et vous voyez que moi, ma création de monde, elle est là au centre, et qu'au-dessus, la personne a demandé, donc c'est en temps réel, hein, vous voyez ce que les gens demandent, la personne au-dessus demande une tarte géométrique avec une croûte réaliste. En bas, on demande un pélican rigolo dans un style de cartoon, et puis moi, je demande un monde sans espoir, abandonné par les dieux. Mais en fait, quand vous faites ça, c'est déjà un espace communautaire. Midjourney, qui est sur Discord, là, c'est déjà une communauté, c'est déjà un univers. Et cet univers, il s'inspire de ses créateurs. Par exemple, ici, quand je demande la moto, vous voyez juste au-dessus, directement après, j'ai un type qui dit « Ah, il a demandé un truc dans le style de Giger, je vais moi aussi demander des trucs dans le style de Giger. » Et vous voyez que si on regarde ce que moi j'ai demandé au-dessus de la moto, en dessous, il a demandé des sortes d'instruments de musique, et le troisième, c'est, je crois, un groupe de rock'n'roll vétéran sous la pluie, dans le style de Giger. Les trois font partie du même univers. C'est assez évident. Si je n'avais pas demandé la moto, la personne qui a vu que j'ai demandé la moto, juste le fait que ce soit public, en fait, ne m'aurait pas imité, ou en tout cas n'aurait pas décidé d'étendre un univers qui m'échappe déjà. Donc ça, c'est assez intéressant. Aussi parce que c'est assez proche de ce que Giger faisait, et surtout, alors peut-être pas le premier, mais le deuxième, donc le vaisseau dans Alien, qui a été fait pour le cinéma. Enfin, c'était des illustrations qu'il avait déjà et puis qu'il a recyclées pour le cinéma. Ça, l'intelligence artificielle aurait été capable de le faire. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus besoin de payer Giger bien cher pour faire quelque chose qu'il a de toute façon déjà inventé. Et là, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de propriété intellectuelle, ça pose des problèmes artistiques. En termes d'efficacité, c'est pas un problème. Donc en termes d'industrie, c'est l'inverse d'un problème. C'est plutôt un avantage. Moi qui ne sais pas du tout dessiner, je vous montrerai, j'ai passé 30 minutes à créer un univers en préparant cette présentation et ça reste crédible.
Ce qui est intéressant aussi, et là on ne le voit pas, mais en fait dans les keywords, dans les mots-clés qui sont mis par cette personne juste après moi, il met le nom de son studio. Et quand je suis allé voir sur Internet le studio, Dylan Cole Studio, en fait c'est un studio qui vend des concept art pour le cinéma. Et pour des pubs et pour des marques. Donc on voit que là, il se prémâche déjà le travail, et ça c'est vendu, c'est-à-dire que les 2 illustrations qui sont là après, si ça se trouve, elles ont été vendues à un client. Donc là on commence à voir l'intérêt de ces univers synthétiques, des univers qui sont créés par des intelligences artificielles, par des humains, qui sont peut-être pas des artistes, et qui deviennent des artistes. En fait, c'est juste qu'à la place d'avoir un canevas ou une tablette graphique, ils ont cette intelligence artificielle comme outil. Moi, je me suis souvent défini comme un conteur, parce que je raconte des histoires, et puis je ne sais rien faire d'autre de toute façon. Ben maintenant, il y a des prompteurs. C'est des gens qui font des prompts, donc des commandes, des lignes de commande, avec des mots normaux, donc ce n'est pas du langage informatique, ce n'est pas du code, c'est des mots normaux. Par exemple, vous pouvez dire à l'intelligence artificielle, fais-moi une image dans le style de cette image. Ou dessine-moi mon enfant avec une queue de diable et des yeux rouges. Je ne sais pas pourquoi on demande ça, mais il y en a qui le font. Ce qui est fascinant, c'est d'observer Midjourney pendant 30 minutes. Vous voyez ce que les gens demandent et vous voyez comment ils s'influencent les uns les autres, et c'est assez fascinant parce qu'il y a vraiment des choses qui se créent et il y a des tendances aussi qui se dégagent. Mais Midjourney, ça permet de faire aussi des choses comme ça. C'est assez réaliste, c'est vendable, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est beau ou pas? Il y a quand même un côté aseptisé à la chose enfin, pour moi, je vois l'ordinateur, là, je vois l'œuvre d'art désincarnée. Mais quand vous vendez du concept pour le cinéma, pour le jeu vidéo, pour ce type de médias, avoir des supports visuels comme ça vous garantit quand même beaucoup plus de poids dans les négociations. Et surtout, ces œuvres, elles vous appartiennent. Donc ça, c'est là que légalement, en tant qu'ancien avocat, je peux vous dire, là, on n'est pas au bout de nos peines. On peut varier les styles, et surtout, ce qu'on peut faire, c'est rester dans le même univers. Quelque chose qu'il y a un mois, personne ne croyait possible dans Midjourney. Tout le monde disait, si je demande un monde sans espoir abandonné par les dieux, il va tout le temps me générer un autre monde. Et en fait, c'est juste un snapshot d'un monde c'est un peu quantique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le monde, il existe. Quand je lui redemande exactement avec les mêmes mots-clés, il va me montrer un autre monde. Et mon monde précédent, il est perdu. Aujourd'hui, vous savez vous référencer vous-même, ce qui fait que Midjourney est capable de créer une DA, une direction artistique cohérente, qu'elle soit sur les personnages, qu'elle soit sur les univers. Du coup, quand les architectes s'en emparent, là aussi, alors, je ne suis pas un fan spécialement d'architecture, mais j'habite à Liège, en Belgique. On a une gare qui est assez connue, notamment parce qu'elle a coûté une fortune et qu'il y a beaucoup de gens qui ont faim à Liège. Et cette gare, elle a été faite par un architecte connu, et que je ne nommerai pas d'ailleurs, parce que c'est scandaleux le prix qu'il a eu pour cette gare, mais ça s'inspire clairement, moi quand je vois ces œuvres créées par Midjourney, ça s'inspire de son travail. Or, ce n'est pas son travail. C'est une variation de son travail, et les architectes peuvent s'inspirer de ça. Alors là, je vous parle du côté dark de la chose, mais on peut aussi avoir des réflexions assez positives, notamment sur l'écologie. On peut avoir l'assistante de l'intelligence artificielle sur les mégacités de demain, où l'écologie sera par exemple au centre de la cité. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intelligence artificielle, on peut aussi lui donner des consignes qui sont analytiques, notamment d'architecture, donc de murs porteurs, de choses comme ça, ce qui fait que quand elle va construire des choses, elle ne va pas complètement les construire en science-fiction, elle va s'inspirer de la physique, elle va s'inspirer, on peut lui dire par exemple la vitesse du vent, et alors si la tour est trop haute et qu'il y a trop de vent, ben, ça ne marchera pas, et l'intelligence artificielle ça dépend de comment on la nourrit en fait, des datasets qu'on va lui donner. Évidemment, les marques ont tôt fait de s'emparer de ça. Donc là, c'est Nike qui sans gêne, hein, donc qui a sorti ça dans la presse, des croquis des Nike 5 éléments qu'ils ont créés comme ça, en 1 minute, sur Midjourney. Mais ce qui est fascinant, c'est que tout de suite, les artistes s'en emparent et font du sabotage. Donc prennent Nike et brûlent. Par exemple, le premier tableau que vous voyez là, c'est un mélange d'Inquisition et de Nike. C'est l'Inquisition rencontre Nike dans un tableau unique. Le deuxième, c'est le château de Disney, puisque Disney s'est aussi essayé à Midjourney très rapidement. Ils ont été tout de suite incendiés, littéralement, par l'intelligence artificielle, ce qui fait que même les créateurs, aujourd'hui, commencent à censurer, à restreindre l'intelligence artificielle pour ne pas que les marques s'en emparent. Alors là, on ne voit pas, mais Jeff Han, qui est un directeur artistique chinois, c'est lui qui a fait les deux créations que je vous ai montrées avant.
Il a aussi fait celle-ci sur McDonald's. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il en a fait un business. Et c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin d'argent, il travaille vraiment pour plein de gens. Il fait du motion design, notamment pour des séries, pour des génériques de séries. Et il l'a sorti par exemple en print unique, puisque c'est des œuvres uniques, c'est ça le truc, pour 89 $. Donc il a vendu son print, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a aussi sorti en NFT unique. Et là, il a réussi à la vendre plus cher que le print pour lequel il avait dû imprimer, frais de poste, etc. Donc, finalement, ça a été plus rentable dans l'espace virtuel, qui est l'espace auquel appartiennent ces œuvres. Donc, on remarque que presque naturellement, la tendance d'une intelligence artificielle, c'est d'aller vers les nouveaux écosystèmes, parce qu'elle n'est pas vraiment compatible avec notre intelligence à nous. Pourtant, elle fonctionne quand même de la même manière. Ça, c'est ce que j'ai fait en 30 minutes, inspiré de Cyberpunk et autres. Et vous voyez que vous le voyez peut-être pas très bien là, mais sur l'écran ici, c'est beaucoup plus visible, mais tous ces personnages-là, ils sont liés. Ils appartiennent au même univers. Donc, c'est pas décousu. Et on peut même créer l'endroit où ils habitent, où ils évoluent, et on peut se rapprocher même assez près en explorant. On peut avoir un niveau de détail. Alors là, c'est que 30 minutes. Et puis moi, je suis pas encore un prompteur professionnel, je suis toujours dans le channel newbie. Mais on peut aller très loin dans les textures, dans les styles qu'on demande. Et puis, avec des scripts tout simples, on peut importer ça dans des moteurs de 3D temps réel, par exemple Unreal. Là, voilà un essai qui a été fait, donc ça dure 10 secondes, et c'est tout simple, c'est juste une animation toute simple, mais vous allez déjà voir qu'avec un peu de musique, enfin là on l'entend pas, mais et un peu d'animation, ça prend vie en fait. On est tout de suite dans l'immersion. C'est la première fois que je prononce ce mot immersion, il va être important pour la suite de la présentation, mais finalement, ça ajoute une dimension, et avoir un système comme Unreal qui communique avec un système comme Midjourney, c'est beaucoup plus simple que d'avoir un directeur artistique comme Jeff Hahn qui va collaborer avec un réalisateur humain. Ils vont avoir plus de points de mésentente que deux systèmes qui collaborent entre eux. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc imaginez maintenant un Midjourney, mais en VR, où tout ce que vous allez créer en 1 minute, vous allez pouvoir le générer en 3D, et vous allez pouvoir simplement mettre votre casque, et puis vous êtes dedans. Est-ce que vous allez être vraiment immergé dans la création, à votre avis? En tout cas, vous savez l'imaginer. Et ça vous fait un peu fantasmer quand même. Il y a un peu une notion de fantasme. Fantasme dans le sens du dictionnaire. D'ailleurs, Midjourney, elle est censurée, je vous l'ai dit. Vous n'arriverez jamais à faire une œuvre de Giger parce que tout ce qu'il y a de subversif chez Giger a été retiré. Donc vous ne pouvez pas demander, il y a toute série de mots comme ça, tout ce qui est sexuel, scatologique, etc., c'est impossible dans Midjourney. Par contre, alors qu'ils ont essayé de supprimer la violence, par exemple décapitation, tous ces trucs-là, les artistes arrivent à contourner et arrivent à créer de la violence dans Midjourney, alors que ça n'a pas été conçu pour et qu'on essaye même de la réprimer, comme dans le monde réel. Pourquoi est-ce qu'on fantasme ? Alors, je peux faire un cours rapide, un petit crash course de neurosciences, mais on a deux parties du cerveau. On a la partie gauche qui est votre partie analytique, donc qui aime bien les nombres, qui aime bien arriver à l'heure, qui aime bien les choses mesurables et quantifiables. Et puis on a la partie droite qui est plus créative et qui est plus folle. On a tous ces deux parties. Elles ne sont pas développées de la même manière et elles ne réagissent pas de la même manière quand on est face à une œuvre, notamment une œuvre d'art. On peut aussi entraîner ces deux parties. On peut être HP dans une de ces deux parties. Mais le plus important, c'est que ces parties, elles doivent communiquer ensemble. On n'est jamais uniquement d'un côté, on n'est jamais uniquement de l'autre. Quand je demande à Midjourney de me créer un monde abandonné par les dieux et sans espoir, il y a quand même une partie analytique. On est à fond dans la création, c'est-à-dire qu'on est dans l'imagination totale, on n'est que sur du concept. Mais Midjourney, parce que c'est une intelligence néanmoins, qui s'inspire de vraies intelligences, n'arrive pas à être dans l'abstrait, à être totalement dans l'abstrait. Elle a besoin de vous mettre des silhouettes humaines, elle a besoin de vous mettre des constructions qui ressemblent à des bâtiments. Il y a toujours une partie analytique qui joue, mais qui est quand même minoritaire dans un tableau comme celui-là. Quand je demande la moto de Giger, c'est la partie analytique qui est principalement sollicitée chez l'intelligence artificielle. Donc on va avoir 2 roues, un semblant de moteur. Il manque le volant de la moto, le guidon, mais on peut imaginer qu'il est peut-être là. Les roues ne sont pas tout à fait droites, donc il y a quand même cette partie folle
complètement débridé chez l'intelligence artificielle. Si j'avais demandé à un architecte ou un mécano ou un ingénieur de me dessiner une moto Giger comme celle que je vous ai montrée, les roues seraient parfaitement rondes. On ne s'autoriserait pas d'aller à l'encontre de notre partie analytique, quand c'est le métier, évidemment. Moi, je suis incapable de vous dessiner une moto, même dans le style de Giger et même dans le style de n'importe qui, d'ailleurs. Les deux doivent communiquer. Et au niveau de l'intelligence artificielle, c'est ce qui se passe. Les deux communiquent aussi. Alors, pour rester un peu dans ce qui se passe pour l'instant, est-ce que vous avez vu la série Ring of Power, la série Le Seigneur des Anneaux? Un petit peu. Un petit peu, c'est déjà beaucoup. Hein. Parce que ça s'inspire du Silmarillion, plus ou moins. Quand Tolkien écrit le Silmarillion, il l'écrit comme une Bible, comme l'Iliade, comme la Genèse d'un monde. Et ça ne fait appel qu'à votre partie droite du cerveau. C'est-à-dire que c'est que de la description, mais de phénomènes abstraits, de concepts. Il y a très peu de storytelling, il n'y en a quasiment pas. Et finalement, c'est chiant à lire. Parce que vous allez passer 8 heures à lire le Silmarillion, c'est le temps que dure l'audiobook, et ça va être très compliqué. Votre cerveau, il va lutter tout le temps, parce que sa partie analytique est réprimée. Et donc c'est difficile. Et parce que c'est difficile, c'est gratifiant. Donc les gens qui ont lu le Silmarillion, ils vous le diront. Moi, j'ai lu le Silmarillion. Johan a lu le Silmarillion. Et si à un moment donné, vous êtes, t'as lu le Silmarillion? Ouais, ok. C'est gratifiant parce que c'est difficile. C'est punitif de lire le Silmarillion. Et c'est comme ça aussi avec la nouvelle série Rings of Power. C'est le contraire, en fait. Il n'y a que la partie analytique qui est sollicitée. On vous montre tout, on vous explique tout. Et à cause de ça, votre imaginaire n'a pas le temps vraiment de prendre le pas. Et à cause de ça, et ça prend 8 heures aussi de regarder cette série, il y a 8 épisodes, c'est aussi un peu chiant et c'est aussi un peu punitif. Moi, je ne suis pas arrivé au bout. J'ai regardé 4 épisodes et pourtant, Dieu sait si j'ai grandi dans ces univers-là. Alors ça, je passe parce que c'est un truc que j'ai fait, mais bon, c'est juste pour vous dire que Outcast 2, c'est un jeu sur lequel je travaille. Il va sortir. Le joueur est censé passer 16 heures dans le jeu, de s'immerger pendant 16 heures. Moi, j'ai passé 3 ans de ma vie dans cet univers. Donc je peux tout vous expliquer sur un visuel comme ça. Je sais pourquoi le Galinta s'appelle le Galinta, pourquoi il vole, pourquoi il y a 2 lunes dans le ciel, pourquoi les cabanes dans les arbres tout en haut sont différentes des cabanes tout en bas, pourquoi à droite c'est une race alien, à gauche c'est un humain, pourquoi ils sont habillés comme ça, etc. Donc le temps d'immersion fait qu'on va se familiariser avec tous les éléments du monde. On ne va pas trop s'attarder sur le jeu vidéo parce que Johan va revenir là-dessus et puis il reste que 10 minutes. Mais juste vous dire que quand même, c'est des univers très, très, très immersifs. Star Citizen, qui connaît? Il y a quand même quelqu'un qui connaît, 2 personnes. Voilà, les joueurs de Star Citizen, ils jouent depuis 10 ans, ils habitent depuis 10 ans dans un univers, en même temps que les développeurs, puisque les développeurs, ça fait aussi 10 ans qu'ils développent le jeu n'est pas sorti encore, mais ils sont partis d'un crowdfunding qui a rapporté 2 millions de dollars. L'année dernière, ils étaient à 400 millions de dollars. Cette année, donc hier, j'ai pris le screenshot, ils sont à 500 millions de dollars, ça fait 100 millions de dollars par an. Et si vous voyez là en petit, il y a 4 millions de personnes pour l'instant dans l'univers de Star Citizen. Des gens qui mettent la main à la poche pour développer l'univers. Et puis, je vais passer la bande-annonce, mais ça c'est le record des records. GTA, le 5, ça fait aussi 10 ans. Ils ont vendu 160 millions de copies. C'est le seul jeu que j'ai acheté 3 fois et on me l'a offert 1 fois. Donc j'ai eu 4 fois le jeu. Le jeu fait 15 000 $ toutes les 10 minutes, 10 ans après. 25 millions de dollars tous les 10 jours. Et il a généré plus de 6 milliards de dollars à ce jour. Et on n'est pas dans l'espace. On n'est pas dans les terres du milieu. On est dans une ville fictive qui s'appelle Los Santos, mais qui est designée comme Los Angeles. Et le jeu, il n'est basé que là-dessus. Alors, une dernière chose par rapport à la différence entre immersion et engagement. En fait, vous voulez être immergé dans un monde, mais ça ne suffit pas. Si vous immergez sous l'eau, vous allez vite vous emmerder. Je suis sous l'eau, voilà. Non, il faut nager, il faut explorer, il faut faire quelque chose. Et ça, c'est l'engagement. Et pareil, ça fonctionne avec les 2 parties du cerveau. Donc, il y a toute une partie qui peut être expliquée, c'est l'immersion. Ça peut être expliqué juste en mesurant les réactions chimiques que vous avez dans votre cerveau. Donc, la neuroscience étudie ça. Et puis, il y a la partie qui concerne les sentiments, les émotions et les fantasmes. Mais ça, c'est variable d'une personne à l'autre. C'est la psychanalyse qui étudie ça. Mais les 2 doivent communiquer. Et moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que je fais, c'est la notion de... Donc ça vient de Lewis Carroll, mais c'est la notion de frontière, en fait, entre le virtuel et le réel.
Et ce qu'on se rend compte, ce que moi, je me rends compte de plus en plus, c'est que sans cette frontière, il n'y a rien qui est vraiment intéressant. On ne sait pas rentrer dans un monde virtuel sans avoir la notion de frontière. Donc ce fantasme de se dire, à un moment donné, on va mettre des lentilles dans ses yeux, on ne saura plus si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ça ne marchera pas, ça ne va pas démarrer vos fantasmes. Parce que pour fantasmer, il faut savoir que ce n'est pas réel. Il faut savoir que c'est virtuel. Et ça, la frontière joue un rôle important. Que ce soit un casque de réalité virtuelle, des écrans, quelle que soit la taille, un bouquin, c'est aussi une frontière, ou le paravent du maître de jeu, si vous avez fait du jeu de rôle, comme moi je l'ai fait, et comme Johan l'a fait aussi, pendant des années. Et puis, si ça ne marche toujours pas, il y a toujours ce bon vieux truc de l'histoire. Parce qu'en racontant des histoires, vous allez immerger les gens. Donc là, maintenant, je vais faire, pour conclure, un dernier test. Ça dure 1 minute. C'est un univers, il y a des personnages, mais vous allez voir que ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte même encore moins que Midjourney à faire. Donc je lance une vidéo. Donne-moi un peu de reconnaissance vers l'aéroport Charles de Gaulle. Le commandant est disponible. Hello. Bonjour. Très très mignon. Alors? Le commandant et toute son équipe espèrent que vous allez passer un agréable Donc ça, c'est une pub que Google a fait pour le Super Bowl. La pub n'a pas coûté cher. Par contre, le placement de la pub, personne ici est capable de se le payer. Mais on voit bien qu'en racontant une histoire avec des éléments très simples, qui sont même pas originaux, puisque le moteur Google, tout le monde le connaît, et on ne voit que le moteur Google dans la pub, on arrive à vous immerger dans un univers qui est pourtant le vôtre. Paris, vous êtes probablement tous déjà allés à Paris, enfin je sais pas, mais on est quand même dans un autre univers. Et je termine avec ça. J'espère que c'est le takeaway, comme disent les Américains. C'est ce qu'on a, la notion de problème. Problème, c'est un anagramme pour le P. Punishing, je vous l'ai dit au début, pour qu'un univers soit immersif et engageant, il faut qu'il soit difficile, il faut qu'il y ait des obstacles, il faut qu'il y ait des contraintes. Même quand je fais Midjourney, je dois trouver les bons noms, les bons verbes, les bons mots, sinon je n'ai pas le résultat que je cherche. Ça demande du trial and error, de l'essai, des erreurs, etc. C'est un élément très très important. Si c'est pas difficile, si vous n'avez pas de challenge, vous allez abandonner l'univers très très rapidement, même s'il est magnifique. Ensuite, le R, c'est relatable. Vous devez avoir un rapport avec cet univers, soit avec les personnages, soit avec votre propre vie, mais vous devez, ça ne peut pas être complètement étranger. Si c'est complètement bizarre, que les lois de la physique sont pas respectées, que vous allez déconnecter également. Ça va demander à votre cerveau beaucoup trop de travail, la partie analytique va se rebeller. Le O, c'est original, ça évidemment c'est très important. Même dans la pub Google, vous voyez qu'il y a quand même une originalité dans le dispositif. De raconter cette histoire de cette manière-là, c'est original. Le B, c'est believable, vous devez y croire. Même si votre univers est complètement fictif, c'est de la science-fiction. La science-fiction, il y a quand même une science derrière la fiction. Vous devez expliquer certaines choses pour que ce soit crédible. C'est pas l'imagination débridée sans aucune limite. Sinon, encore une fois, on décroche. Le L, c'est life altering, ça doit changer votre vie ou la vie de vos personnages. C'est important, vous voyez que dans la pub Google, ça change la vie du personnage. Il passe d'un célibataire à un père de famille. Entertaining, ça veut dire distrayant, la notion de rythme, la notion de structure, de récompense aussi. Et puis enfin, ça doit avoir un sens. Tout ce qu'on fait doit avoir un sens. Ça vous donne une leçon de vie. Peut-être qu'il ne parlera qu'à vous, mais en tout cas, il faut que ça ait un sens. Et ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est qu'une des cartes de ma méthode. Et puis, si vous voulez un univers qui est à la fois punishing, relatable, original, believable, life-altering, entertaining et meaningful, essayez Still Rising, un jeu auquel je joue pour l'instant. Et puis, si vous aimez pas le jeu, il faut vous en prendre un jeune, Rousseau, qui va me succéder maintenant ici sur scène et qui va vous parler de son travail. Merci.